Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Et je pense que vous l'aurez remarqué, je suis bien accompagné. Je suis en compagnie de notre cher ami Fou du Bus finalement. Il est là sur toutes les vidéos. C'est devenu un petit peu le deuxième membre de la chaîne si je peux dire. Il y a Nala qui est un petit peu plus timide parfois. Mais ça lui arrive aussi de pointer son museau de temps en temps et de raconter une histoire avec moi. Regardez-moi ça, cette espèce de sagou. En fait, il a vraiment la tête d'un lézard, je trouve. Ça, je sais pas, ça fait un triangle, c'est bizarre. Bon, bah je crois que concernant Fou du Bus, il est bien posé. Moi, j'ai pas grand chose à vous raconter, si ce n'est que tout va bien. Vraiment, ces derniers temps, je tryhard la salle, je vais 4 fois par semaine, je mange comme un chef. Et vraiment, je regrette de pas avoir fait ça avant parce que on se sent beaucoup mieux. Et ça fait un bien absolument fou. En tout cas, je peux que vous conseiller de faire ça aussi. Même si c'est pas évident de trouver le temps d'aller 4 fois par semaine, de bien faire à manger. Mais moi, je me suis dit que je l'avais jamais fait de ma vie et qu'il était enfin temps de prendre soin de moi. Et je ne suis pas prêt de lâcher, croyez-moi. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous rappelle, il y a encore un concours pendant à peu près une semaine, quelques jours, qui vous permettra de gagner l'une des 20 cartes cadeaux de 50 € sur Amazon. Voilà, installez-vous confortablement, prenez une petite boisson, éteignez la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Alors, pour cette première histoire, mes amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Enfin, je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle. Pour vous, je pense que c'est plutôt une bonne, parce que vous allez voir que l'histoire... voilà. Mais c'est que tout ça se passe aux États-Unis. Vous êtes habitués maintenant sur la chaîne, une histoire qui se passe aux États-Unis, c'est forcément une histoire de taré. Et celle-ci, je pense que ce n'est pas une exception, si vous voyez ce que je veux dire. Tout commence avec notre ami Quentin. Alors, notre ami Quentin, il vit une vie passionnante. Il nous dit qu'il a à peu près 25 ans, on ne sait pas exactement, mais on s'en fout un petit peu. Et au début de cette histoire, tout va pour le mieux. Il habite chez ses parents, il est en fin d'études, et globalement, dans sa vie, tout va bien. Il a deux grands frères qui sont un petit peu plus âgés que lui, donc eux, ils ont déjà leur vie. Et Quentin, lui, c'est le dernier qui est encore en études, qui habite chez ses parents, mais il nous raconte que ça lui fait plaisir. Quand il rentre de l'école, il peut profiter avec ses parents, en plus, il y a tout qui est prêt. Donc, ça lui enlève quand même une sacrée charge. Sauf que, vous imaginez bien, les études, ça ne dure pas toute une vie, heureusement, j'ai envie de dire, et il y a forcément un moment où on termine, normalement, et on doit trouver un travail. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour notre ami Quentin. Une fois qu'il a terminé ses études, et alors il a tout réussi, mais il a un petit peu de mal à trouver un travail. C'est pas bien dramatique, il est encore chez ses parents, il n'a pas de loyer, il n'a pas vraiment de charge, donc il peut se permettre de temporiser un petit peu. C'est au bout de 4 mois de recherche intensive qu'il trouve enfin un emploi. Le petit problème, c'est que cet emploi, il est pas à côté. Et oui, il ne se trouve pas dans la ville ni même dans le village dans lequel il habite avec ses parents, il se trouve à 1h30 de voiture. Le problème, c'est que cet emploi, c'est un emploi à plein temps et il n'y a pas la possibilité de faire du télétravail. Donc autrement dit, il doit aller tous les jours sur place. Donc encore autrement dit, faire 3 heures de route chaque jour. Alors, bien que Quentin soit quelqu'un de très motivé, de sérieux et de carré, faire 3 heures de route chaque jour, ça lui casse les couilles, vraiment, il a juste pas envie de ça. Donc forcément, désolé, je suis en train de vous raconter une histoire d'horreur, il y a Foudub, je le vois dans la caméra, il est en train de se lécher les pieds. Je m'excuse de sa part, c'est parfois un enfant un petit peu turbulent. Forcément, pour Quentin, il y a une question qui se pose. J'ai fini mes études, je viens de trouver un emploi qui se trouve à 1h30 de voiture. Est-ce que, par hasard, je prendrais pas un appartement dans cette ville? Bon, la question se pose de plus en plus, c'est hors de question de faire tous les trajets, et notre ami commence à regarder un petit peu les annonces en ligne. Bon, les offres ne manquent pas, vraiment, il y en a sur tous les sites, pour tout budget, et ça, c'est plutôt cool. Au bout d'un mois, à chercher, il nous raconte qu'il a fait plusieurs fois les allers-retours pour aller effectuer des visites, et il a eu un coup de cœur pour un appartement qui est très bien situé, dans une zone résidentielle, et où le voisinage a l'air plutôt sympa, en tout cas à première vue. Bon, parfait, il a son diplôme, son emploi, son appartement, il est prêt à sauter du nid. Notre histoire, mes amis, elle commence réellement le jour où Quentin emménage dans son nouvel appartement, et bien évidemment, pour ça, il a pu compter sur le soutien de toute sa famille et de tous ses potes. Donc, il a un petit peu le blues de devoir partir, de quitter sa ville natale, de quitter ses parents, mais en même temps, il y a cette excitation de se dire, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à moi, je vais enfin vivre comme un adulte, et ça, vous allez voir, ça va pas le louper. Pendant les premières semaines, il nous raconte qu'il s'installe, il monte les meubles, il défait les cartons, etc. La routine, j'ai envie de dire. Il doit coupler ça avec son travail, parce qu'il vient de commencer un nouveau job, c'est pas évident tous les jours. Il faut s'intégrer, apprendre à connaître ses collègues, comprendre vraiment ce qu'il doit faire au sein de l'entreprise, parce que c'est pas toujours évident. Mais bon, Quentin, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de très carré, de très sérieux, donc il s'intègre très vite. Notre ami, il a une petite routine qu'il a mis en place avec ses parents et ses frères, c'est que 2 fois par mois, donc une fois toutes les 2 semaines, le week-end, ils doivent se voir pour manger tous ensemble, parce que s'ils ne le font pas, ils se voient probablement 2 fois dans l'année, à Noël et aux anniversaires. Donc ils ont en gros instauré cette règle au sein de la famille et tout va bien. C'est juste que voilà, notre ami, une fois toutes les 2 semaines, il doit faire 1h30 aller, 1h30 retour pour aller manger chez ses parents. C'est beaucoup de voitures pour un simple repas, mais en même temps, ça lui permet de garder contact avec les gens qui lui sont plus chers. Donc, j'ai envie de dire, l'amour et la famille, ça n'a pas de prix. À ce moment-là de l'histoire, mes amis, c'est important de préciser qu'on est à peu près en hiver, le moment de l'année où il fait moins 45 degrés dehors, où il pleut 2 jours sur 3, et surtout où il fait nuit noire à
15h30, 16h. Ce jour-là, c'est un week-end spécial, parce que c'est là où il doit aller chez ses parents pour manger. Donc, il se prépare, il prend ses affaires, il monte dans sa voiture, il file tout droit en direction de chez ses parents, et le trajet pour l'aller se passe plutôt bien. Sur la route, il n'y a personne. Alors, l'état des routes est un petit peu catastrophique. Il y a beaucoup de verglas, il y a beaucoup de neige. Donc forcément, ça donne pas vraiment envie aux gens de prendre leur voiture. Bref, au bout d'une heure et demie, il arrive enfin à destination, à savoir chez ses parents. Et là, il les retrouve ainsi que ses deux frères. Ils prennent d'abord un petit apéro, ensuite le repas qui est préparé par ses parents. Et l'ambiance est incroyable. Vraiment, c'est cette ambiance de famille qu'ils adorent. Et arrive le moment du dessert. À nouveau, tout se passe très bien. Ils discutent de tout et de rien, de la vie, du travail, des relations amoureuses. Le genre de sujet assez banal au sein d'une famille. Bien évidemment, après avoir mangé comme un sac pendant 2 heures, eh bien, il faut pas oublier qu'il y a encore 1h30 de trajet pour rentrer à la maison. Et oui, ça fait chier, on n'a pas le choix parce qu'on va pas dormir sur place. Demain, il y a le travail et pas de chance pour lui, il a un rendez-vous à 7h30. Donc, autant vous dire qu'il faut pas rentrer trop tard. Il remercie ses parents, il dit au revoir à ses deux frères, il fait des bisous à tout le monde. Il sort de la maison et là, bon, déjà, il fait moins 45 degrés, il y a de la neige partout et surtout, on voit que dalle. Si les lampadaires n'éclairaient pas la route, on voit rien. Donc, sa mère lui dit « Écoute mon fils, sois prudent sur la route. » Quentin essaie de la rassurer, il lui dit « Pas de soucis, j'ai déjà fait ces allers-retours plusieurs fois. Ne t'inquiète pas, tu peux aller au lit sereinement, je t'écris un message quand je suis arrivé à la maison. » Bon, il monte dans sa voiture, il allume ses phares, il se met en condition, il commence à rouler, et là, les 1h30 de trajet l'attendent. Histoire de pas tomber de fatigue et surtout de se sentir un petit peu moins seul, il nous raconte qu'il se met son meilleur podcast. On espère bien évidemment que c'est le podcast Thread d'horreur par Melvin Fogelsang. N'hésitez pas à aller sur Spotify et à mettre 5 étoiles. Je lui conseille pas, franchement, de mettre le podcast Thread d'horreur parce que ce qui va lui arriver... Voilà. Il roule pendant plusieurs dizaines de minutes, on est à peu près à la moitié du chemin, et il y a une information qui est capitale pour l'histoire, c'est que le début et la fin du trajet, c'est dans une zone plutôt urbaine, si je peux dire, alors que la grosse majorité du trajet, elle se passe dans une zone un petit peu reculée. Quand je vous dis une zone un petit peu reculée, bien évidemment que c'est dans une forêt, dans des bois, le genre d'endroit où, s'il vous arrive une merde, c'est terminé pour vous. Est-ce que vous sentez la chose arriver ? Peut-être. Notre ami est en train de rouler, bien évidemment, il se trouve dans cette longue zone très reculée, lorsque soudain, il sent une grosse vibration. Alors, 3 possibilités. Est-ce qu'il vient de shooter une personne ? Est-ce qu'il vient de shooter un facochère ? Ou est-ce que sa voiture lui joue des tours ? Vous avez 3 secondes pour répondre à la question. Eh bien, la bonne réponse, c'est que sa voiture a décidé de l'emmerder. Alors, pour l'instant, on ne sait pas exactement le problème. Est-ce que c'est une fuite moteur ? Est-ce que c'est les freins qui ont lâché ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut réussir à stopper la voiture sur le côté de la route, histoire de ne pas créer d'accident, et surtout, de se mettre en sécurité. C'est exactement ce que notre ami Quentin arrive à faire. Il se gare sur le côté, et là, il se pose 30 secondes. Il regarde son tableau de bord, il n'y a pas vraiment de voyant allumé. Il essaye de redémarrer la voiture, mais ça ne marche pas. Bon, bizarre, parce que s'il y avait un problème de frein ou quoi, j'imagine qu'il y a un voyant qui s'allume, sauf que là, théoriquement, la voiture est en bon état. Bon, assez particulier cette situation, il faut pas faire trop long, parce que déjà, il fait super froid, demain, il a rendez-vous très tôt, donc s'il peut éviter de rentrer à 5h30 du matin pour se lever à 6h, c'est mieux. Bon, malheureusement, la voiture, elle veut pas redémarrer. Il essaye plusieurs fois, rien n'y fait, et là, il faut trouver un plan B. Il réfléchit 2 secondes, il se dit... Ouais, je peux essayer d'appeler mes frères, mais probabilité qu'ils soient encore debout... assez faible. Mes parents, j'en parle même pas, ils sont déjà au lit et ils sont en train de dormir, c'est sûr et certain. Appeler une dépanneuse, oui, mais si c'est pour attendre 3h30 qu'elle vienne me chercher, ça vaut pas la peine. Mais c'est un peu la seule solution. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend son téléphone, il galère à trouver du réseau parce qu'il est dans un endroit très reculé. Il trouve le numéro de la première dépanneuse qu'il trouve sur internet et il les appelle. Là, la personne n'est pas contre de venir le chercher, par contre elle l'avertit, ça va prendre en tout cas 1h30 à 2h, donc autrement dit que notre ami Quentin, il est un petit peu dans la merde. Mais bon, vous allez me dire, il est perdu au milieu de nulle part et il n'a pas le choix. Il reste donc là, dans sa voiture, sur le côté de la route, les phares grands allumés, histoire de montrer qu'il est là. Comme ça, il n'y a pas un chauffard qui arrive et qui crée un accident. Il attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, et c'est à peu près à ce moment-là qu'il aperçoit une lumière. Alors, est-ce que c'est la dépanneuse qui est arrivée plus tôt ? Peut-être. Est-ce que c'est une voiture qui passe par là ? Peut-être également. Est-ce que c'est la lumière du paradis qui est en train de lui ouvrir ses portes par rapport à ce qui va se passer dans quelques secondes ? Peut-être aussi. Pour l'instant, il n'en sait rien. Cette lumière, elle se rapproche de lui assez lentement et elle s'arrête juste derrière. Vous l'aurez compris, cette lumière, ce sont les phares d'une voiture et cette voiture vient de s'arrêter. Bon, notre ami Quentin regarde un petit peu pour voir s'il voit ce qui se passe. Il garde bien ses portes fermées, histoire de... Voilà, qu'il se passe rien de chelou. Et là, au bout de 45 secondes, 1 minute, quelqu'un vient toquer à sa fenêtre. Quentin baisse la vitre, il lui dit bonsoir. Et là, la personne lui dit bonsoir.
je vois que vous êtes sur le côté de la route. Généralement, quand ça arrive comme ça au milieu de la nuit dans un tel endroit, c'est qu'il y a eu un problème. Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Quentin, il lui dit bonsoir, merci beaucoup de vous être arrêté, c'est incroyable. Ma voiture ne veut plus démarrer, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de voyant. Je sais pas ce qui se passe. Si vous vous y connaissez, peut-être que vous pouvez m'aider, mais sinon, ça risque d'être compliqué. » Et là, le mec lui dit non, je m'y connais pas du tout en voiture, enfin vraiment, je suis nul dans ce domaine. Par contre, je peux vous emmener à un endroit, si vous le désirez. Notre ami, il réfléchit, il regarde son téléphone, il regarde à quelle heure il a appelé la dépanneuse, et c'était à peine il y a 40 minutes. Sauf que, comme je vous l'ai dit, la dépanneuse au téléphone, elle a annoncé en tout cas 1h30, voire 2 heures d'attente. Donc là, il y a un choix à faire. Soit notre ami Quentin annule la dépanneuse et il part avec ce mec, soit il reste sur place et il attend que le professionnel vienne l'aider. Avec tout ce que je vous ai raconté, tout le contexte, le fait qu'il se lève demain matin, le fait qu'il en a marre, le fait qu'il fasse froid, qu'il soit fatigué, etc., il décide d'accepter la proposition du mec, à savoir de l'amener à quelque part pour trouver de l'aide ou etc. Le problème, c'est que notre ami Quentin, maintenant il faut qu'il réfléchisse. Où est-ce que le gars va l'amener? Pourquoi faire? Et surtout, c'est quoi le plan pour la suite? Est-ce que c'est laisser la voiture sur le bas-côté et revenir la chercher le lendemain avec une dépanneuse, etc. Est-ce que c'est de le ramener dans une station essence ou du moins dans une ville pour trouver de l'aide? Ça, il n'y a pas vraiment de stratégie. Les deux hommes discutent un petit peu et le mec qui lui est venu en aide lui propose « Écoute, je te propose de te ramener chez toi, ou du moins dans la ville la plus proche. Là-bas, tu vas sûrement trouver quelqu'un qui va pouvoir te dépanner, venir remorquer ta voiture ou je ne sais quoi. Comme ça, tu seras plus vite à la maison, ou du moins, ce sera un petit peu plus simple. » Viens vers moi, les gens, ils veulent te voir, mon pote. Ils veulent... Et c'est toi la star, hein. Toi, t'es la star de la chaîne, mon pote. Ah là, mon gros. Attends. Quentin rentre dans la voiture du mec, c'est une voiture relativement neuve. Enfin, du moins l'intérieur, il a l'air plutôt neuf. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Tout simplement parce que ça sent le neuf. Ça sent même plus particulièrement le produit de nettoyage, le produit chimique. Et c'est ce genre d'odeur que vous retrouvez dans une voiture que vous venez d'acheter. Là, petit détail qui a son importance, notre ami Quentin, il est installé à l'arrière de la voiture, pendant que le conducteur, lui, il est devant. Qui est en soi logique. La voiture démarre, pendant 5 minutes, tout se passe bien, les deux hommes discutent, ils font un petit peu connaissance, mais très vite, on arrive à court de sujets de discussion, donc il y a un blanc qui s'installe et le silence revient rapidement. Et pour s'occuper, notre ami Quentin, il sort son téléphone. Malheureusement, en le sortant, celui-ci lui glisse des mains, il se pend... Ah, je t'ai vu, gros. Je savais que t'allais faire ça. Donne-moi tes mains, je te mets les menottes. Donne-moi tes mains, je te mets les menottes. Je te mets les menottes, tu touches pas ma barbe. En se penchant pour le ramasser, Quentin remarque quelque chose sous le siège. Et ce quelque chose, c'est plutôt quelque chose de banal. Ce sont des talons aiguilles. Vous allez me dire, c'est normal, peut-être que le mec est marié et que cette voiture, elle appartient à leur couple. Enfin, il y a 1001 explications pourquoi il y aurait des talons aiguilles sous le siège, donc Quentin se pose pas vraiment de questions. Son inconscient, lui, un petit peu, mais pas trop. La voiture continue de rouler, notre ami est sur son téléphone, et à un moment, il a une idée qui lui passe par la tête, c'est d'ouvrir Google Maps pour voir où il se trouve. Lorsqu'il ouvre l'application, à sa plus grande surprise, il remarque qu'il est dans un endroit assez particulier, parce que, pour avoir fait plusieurs fois le trajet, il ne reconnaît pas où ils sont. Bon, c'est un petit peu bizarre, il zoome sur l'endroit, et il voit qu'en fait, ils vont à l'opposé de la ville la plus proche. À un moment, il se pose la question, est-ce que je fais la remarque au conducteur? Est-ce qu'il est en train de prendre un détour et qu'il va revenir sur la route? Il attend 3 minutes, mais il remarque rien de spécial. Jusqu'au moment où une sonnerie de téléphone se fait entendre sur l'haut-parleur de la voiture, et en fait, c'est le conducteur qui reçoit un appel. Alors, vous me direz, rien de bien dramatique, sauf que la réaction du conducteur à ce moment-là, elle est un petit peu chelou. Il raccroche très vite l'appel en mode réflexe, et Quentin, il ne dit rien, parce que déjà, ça le regarde pas, et que peut-être il a pas envie d'être dérangé lorsqu'il conduit, chose qui est plutôt respectable. Quelques secondes plus tard, un deuxième appel se fait entendre, et là, le gars ne fait rien. Il attend que ça passe, donc l'appel est en train de sonner pendant plusieurs secondes, et le gars ne décroche pas. Quentin, par politesse, il lui dit « Écoutez, si vous voulez répondre, il n'y a aucun souci, ne pensez pas que ça va me gêner ou quoi. » Et là, le gars ne dit rien. Bon, la situation commence à devenir un petit peu particulière pour notre ami Quentin, ça commence à lui donner un petit peu une boule au ventre, parce que ce gars, il agit de façon un petit peu bizarre. Mes amis, ce n'est pas 1, ni 2, ni 3 appels qu'il va y avoir dans la voiture, mais le téléphone va sonner 6 fois. Et c'est au bout de la 7e que le conducteur va décrocher, et là, mes amis, tout va aller très vite. Le conducteur répond en disant « ouais ». Et là, notre ami Quentin, il entend tout ce qui se passe parce que c'est en haut-parleur, et il entend plus particulièrement la voix d'une femme qui répond en disant « s'il te plaît, laisse-moi partir ». Cette voix, on est sûr et certain de 1, que c'est la voix d'une femme, et de 2, que cette femme, elle a la voix
qui est tremblante. Dans la tête de Quentin, ça va très vite, il remet un petit peu toutes les pièces du puzzle dans l'ordre et il commence à se faire des scénarios. Il se dit voiture neuve qui sent le produit chimique, talon aiguille sous le siège passager, voix de femme au téléphone qui est sanglotante, qui lui dit laisse-moi partir. Est-ce que je ne serais pas monté dans la voiture d'un cinglé et d'un psychopathe ? Peut-être. Maintenant, il faut agir rapidement. Parce que, alors, peut-être que cette personne est très gentille et que finalement, c'est que des coïncidences. Peut-être l'inverse. Peut-être que c'est un tueur en série qui est recherché depuis 10 ans. On ne sait pas. La seule chose à laquelle Quentin doit faire confiance à ce moment-là, c'est son instinct. Il se dit, bon, ce mec, je le sens pas, la situation est trop bizarre, je sais pas. Ça sent mauvais. Donc, comment est-ce que je peux faire en sorte de me libérer de tout ça ? Problème, c'est que la voiture, probablement qu'il a verrouillé les portes, il n'a pas fait attention, mais ce serait logique. Deuxième chose, c'est que même si par hasard la portière n'était pas verrouillée et qu'il l'ouvrait, qu'il sautait de la voiture, ce serait fini pour lui. La voiture, elle roule quand même très vite, donc il se ferait très mal. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas ? C'est de trouver un prétexte histoire de ralentir légèrement la voiture. Eh bien, notre ami se met à réfléchir. Il se dit, comment est-ce que je peux faire en sorte que le mec s'arrête ? Et là, il trouve une idée. Il met la main sur son ventre, il commence à faire genre qu'il regarde un petit peu autour de lui, et il lui dit, s'il vous plaît, c'est possible de s'arrêter un tout petit peu parce que je crois que je vais vomir. Et vu qu'on dirait que vous avez nettoyé votre voiture il y a à peine quelques heures, ça m'embêterait, enfin ça me mettrait très mal à l'aise de la ruiner avec du vomi. Là, il attend quelques secondes pour voir la réaction du mec, sauf que ce gars ne fait absolument rien. C'est au bout de 30 secondes qu'il commence à ralentir, et là, notre ami Quentin va jouer le tout pour le tout. Avant même que la voiture soit complètement arrêtée, il ouvre la portière et il sort. Heureusement, la portière s'ouvre, donc elle n'était pas verrouillée. Ou peut-être que le mec l'a déverrouillée vite fait pour pas qu'il quiche dans sa voiture, mais je sais pas. Et une fois à l'extérieur, il se barre en courant tout droit. Peut-être qu'il y a un ravin devant lui, peut-être qu'il y a un ours qui l'attend qui va le bousiller, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il tape son meilleur sprint et qu'il court sans s'arrêter pendant plusieurs minutes. Il est à 2 doigts de suffoquer, et lorsqu'il est sûr et certain d'être bien à l'abri, il se cache dans un buisson. Donc, rendez-vous compte, à ce moment-là, on est à l'extérieur, il fait probablement moins 20 degrés, dans un endroit complètement perdu, on ne voit rien du tout parce qu'il fait nuit noire, et tout ça au beau milieu de la nuit, donc ça aide pas forcément notre ami. Une fois dans le buisson, il prend son téléphone, il essaye de composer le numéro de la police avec le stress, et là, il les appelle. Il leur dit, il faut absolument envoyer une patrouille, je ne sais pas où je suis, je peux pas vous aider. Il ouvre l'application Google Maps, il regarde à peu près où il se situe, et il essaye de décrire ça tant bien que mal à la police. Le policier, à l'autre bout du fil, lui dit, monsieur, ne bougez surtout pas, restez là où vous êtes, restez cachés, on envoie 2 ou 3 patrouilles immédiatement. Là, notre ami, il attend pas 10, pas 20, mais 30 minutes avant que la police arrive. Et à ce moment-là, il est dans le buisson, il voit toutes les lumières bleues et rouges qui clignotent, il sort donc de sa cachette, il se rend là d'où viennent les lumières, et c'est ici qu'il croise les policiers. Il explique tout ce qui s'est passé. Il leur dit voilà, je suis monté dans la voiture d'un mec, pour moi il paraissait très chelou, mais je peux pas vous assurer que ce gars il est bizarre. J'ai pas de preuves formelles, c'est simplement mon instinct et mon inconscient qui m'ont dit attention, méfie-toi un petit peu. Là, les policiers avancent un petit peu parce que l'endroit où ils ont retrouvé Quentin, c'est pas l'endroit où il s'est arrêté avec la voiture du mec, donc ils les guident jusqu'à là où il s'est arrêté. Là, tous les officiers sont surpris parce que sur le côté de la route, il y a une voiture. Cette voiture, ce n'est pas celle de Quentin, c'est celle dans laquelle il est monté, donc la voiture du gars. Évidemment, le mec n'est plus à l'intérieur, il s'est barré. Première chose que font les officiers, c'est de regarder le numéro de plaque. Et mes amis, là, c'est un petit peu le dénouement de l'histoire. En regardant dans la base de données où il y a tous les numéros de plaque, etc., les policiers essayent de rassurer Quentin en lui disant que voilà, heureusement qu'il est parmi eux, heureusement qu'il est encore en vie, parce que cette personne, enfin du moins cette voiture, elle appartient à une personne extrêmement dangereuse et très recherchée parce que cette personne est soupçonnée d'avoir enlevé un homme il y a un petit peu plus de 2 semaines. En apprenant ça, au début, Quentin, il pense à une blague, ce qui est logique. Il dit même aux officiers, mais vous vous foutez de ma gueule, enfin... Là, on parle de choses sérieuses. Et les policiers lui disent, non mais je crois que vous n'avez pas compris l'ampleur de la situation. Vous venez d'échapper à une catastrophe sans précédent. Parce que probablement que ce mec, vous aurez pas ramené à la maison. Ou du moins, dans un sac poubelle peut-être. Bon. Bah là, c'est la stupéfaction, Quentin ne sait pas quoi penser, et très vite, il est ramené à la maison et une dépanneuse est envoyée pour sa voiture, etc. Bien évidemment, une fois arrivé à la maison, il est complètement en état de choc, il n'arrive pas à dormir, au point où le lendemain, il a appelé son chef pour lui dire qu'il n'irait pas au travail pendant 2 jours. À partir de là, bien évidemment, une enquête est menée, il y a des fouilles qui ont été faites, etc. Et ce que les policiers ont découvert, ça dépasse l'entendement. Pendant le reste de la nuit, bien évidemment, tout le secteur a été quadrillé. L'objectif, c'était de retrouver ce malade, et bingo,
ils y sont parvenus. En fait, ce gars était en train de marcher dans les bois, comme si de rien n'était, jusqu'au moment où il s'est fait attraper par une patrouille de police. Il s'est fait embarquer, il n'a opposé aucune résistance, donc chelou, et bien évidemment, sa maison a été perquisitionnée. Ce qu'on y a découvert, mes amis, et c'est là où vraiment les États-Unis, après j'imagine que ça se passe aussi en Europe, etc., mais c'est là qu'on voit que c'est quand même un truc de fou. Chez lui, on a retrouvé 2 éléments. Le premier élément, ce sont des objets qui appartiennent probablement à la personne qui est portée disparue, comme son portefeuille et une paire de lunettes de soleil, mais malheureusement, on n'a aucune trace de cet individu. Donc, il est toujours porté disparu aujourd'hui. Deuxième élément, et c'est là pour moi le plus glauque, c'est que à l'étage, ils ont retrouvé une porte qui était cachée derrière une énorme bibliothèque. Et derrière cette porte, il y a une petite pièce qui ressemble à un grenier, un dépôt ou je ne sais quoi, dépourvu de toute lumière, dépourvu de toute sortie, donc fenêtre, etc. Et à l'intérieur de cette pièce, on y a retrouvé une jeune femme. Peut-être que tout se lit maintenant dans votre cerveau. Cette jeune femme, c'est la personne qui a appelé l'individu. Et comment est-ce qu'elle a réussi à l'appeler ? En fait, elle a réussi à sortir de la pièce parce que la femme de ce mec a eu un petit moment d'inattention. Elle s'est ensuite emparée du téléphone de cette même femme pour appeler le numéro qui était enregistré sous le contact Marie, donc le mari de la personne. Les chaussures qui se trouvaient sous le siège, c'est bien évidemment les siennes. Et probablement que cette personne, d'ici quelques jours, quelques heures, on ne l'aurait plus jamais retrouvé. C'est malheureusement d'ailleurs ce qui s'est probablement passé pour la première personne, celle qui est toujours portée disparue. Donc autrement dit, Quentin ça aurait pu devenir la 3e victime de ce couple. Heureusement qu'il a écouté son instinct, heureusement qu'il a fait genre qu'il allait gerber, parce que sinon on n'aurait plus jamais revu, ni nous, ni ses parents, ni ses frères. Évidemment, j'imagine que ce gars a été arrêté, emprisonné, et vu qu'on est aux États-Unis, peut-être qu'il risque même la peine de mort. Tout dépend de l'état où ça se passe, on ne sait pas. Mais j'imagine que les conditions de détention, voilà, elles sont pas très clémentes. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, moi j'ai trouvé vraiment intéressante. Comme d'habitude, c'est aux États-Unis, on prend avec des pincettes, ça reste une histoire trouvée sur internet, peut-être qu'elle est inventée, peut-être pas, vous avez vu que des fois il y a des incohérences dans les histoires, moi je m'en rends pas forcément compte quand je vous les raconte, ni même quand je les lis, parce que je suis tellement à fond dedans, je suis tellement dans mon truc, que des petits détails qui font qu'on peut se poser des questions quant à la véracité de l'histoire, je les vois pas forcément. Donc, merci d'être indulgent avec ça, on prend tout ça avec des pincettes, et je vous le rappelle, l'idée c'est quand même de passer un bon moment devant une histoire, de peut-être s'endormir, parce que je sais que vous êtes à peu près 99,99% des gens à écouter ces vidéos pour vous endormir. Je sais pas comment je dois le prendre, mais j'imagine assez bien, ça veut dire que ma voix est relaxante, ou peut-être que je suis chiant, je sais pas, ça peut être les deux. En tout cas, reprenez une petite boisson, réinstallez-vous confortablement, rééteignez la lumière si vous l'avez rallumée entre temps ou je ne sais quoi, et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Jonas. Et vous allez voir, alors je pense que je peux dire ça pour toutes les histoires que je raconte sur la chaîne, mais celle-ci particulièrement, je voudrais pas me retrouver à sa place. Je dis ça, je dis rien. Jonas, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Il a une vie plutôt cool. D'un point de vue social, tout va bien. Santé également. Par contre, sa situation, elle est un petit peu particulière. Je ne parle pas de sa situation professionnelle, mais plutôt de là où il habite. Dans l'histoire précédente, je vous ai raconté que la personne vivait dans une zone résidentielle, qui, normalement, est réputée pour être relativement calme, relativement safe, etc. Eh bien, pour le cas de Jonas, c'est un petit peu différent. C'est même l'opposé. Il habite dans une ville, et plus particulièrement dans une zone de cette ville qui est un petit peu chaude, si on peut dire. Il y a quand même pas mal de criminalité, il y a pas mal de vols, pas mal d'agressions. Ça fait qu'il faut être un petit peu prudent lorsqu'on sort le soir, lorsqu'on sort même en journée. Il faut regarder autour de soi, histoire qu'il n'y ait rien de chelou qui se passe. Détail évidemment important pour la suite. Maintenant, niveau situation professionnelle, Jonas, il a un taf depuis plusieurs années. Ça se passe très bien, c'est un taf de bureau, il commence à 8h, il finit à 17h, et ce, chaque jour. Parfois, il ressent que c'est un petit peu la routine, mais ça va. Et Jonas, il nous raconte qu'il y a un petit truc qu'il aimerait bien que ça change dans sa vie, c'est le fait d'être célibataire. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il est seul, il s'ennuie un petit peu parfois, et depuis plusieurs mois, il s'est inscrit sur des sites de rencontres. Alors, ça vaut ce que ça vaut, il a quelques matchs, quelques messages par-ci par-là, jusqu'au jour où il match avec une fille qui lui plaît énormément. C'est elle qui fait le premier pas, c'est elle qui lui envoie le premier message, et très vite, le feeling passe comme jamais. Les deux discutent pendant plusieurs jours, vraiment ils attendent chacun le message de l'autre, et ils décident de se rencontrer très rapidement. Le truc, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire comme date? Est-ce qu'on va au restaurant? Est-ce qu'on va au bar? Est-ce qu'on va au cinéma? Est-ce qu'on va regarder les étoiles en pleine nuit? Dites-moi vous, dans les commentaires, quelle est votre meilleure idée de date? Perso, je vous déconseille le bar parce que voilà, vous pouvez vous retrouver avec des ivrognes à côté de vous, ça peut être terrible. Mais pour le coup, Jonas, lui, il va opter pour une stratégie relativement simple mais assez efficace. C'est de se promener un après-midi lorsqu'il fera grand beau et très chaud, en allant manger une glace et en discutant de tout et de rien. Bon, relativement simple, mais relativement efficace aussi. Ils en discutent par message, la fille est très enjouée à l'idée d'aller faire ce date. Maintenant, il reste plus qu'à attendre un jour où il fera beau et chaud. Bon, tant mieux, c'est
C'est une semaine après que le date a lieu parce que c'est un beau jour où il fait grand beau, très chaud, un petit moment parfait pour aller prendre une glace. Les deux futurs amoureux se donnent un point de rendez-vous, 1 heure, et là, le date peut commencer. Ils se promènent dans la ville, ils font un petit peu de shopping, ils s'arrêtent de temps en temps, ils prennent leur fameuse glace et tout se passe très bien. Vraiment, le temps, on a l'impression qu'il s'est arrêté ou qu'il va extrêmement vite parce qu'ils s'amusent comme des petits fous. Et là, notre ami Jonas, il est sûr et certain, cette fille, ça va devenir sa copine. Et par contre, la grosse interrogation qu'on a, c'est est-ce que ce sentiment, il est réciproque? Ça, l'avenir nous le dira. Bon, en fin de journée, malheureusement, arrive le moment où il faut se dire au revoir, il faut se quitter, se dire merci pour le date, à bientôt, en croisant les doigts pour que la personne en face continue de lui écrire. La fille rentre chez elle, Jonas prend le chemin en direction de sa maison, et là, il a encore un petit peu de marche à faire. Il doit traverser quelques rues, et forcément, vu qu'on est en fin d'après-midi, il y a de moins en moins de gens dans la rue. Du coup, notre ami, il marche, il traverse quelques passages piétons, lorsque soudain, quelque chose de très grave se produit. Alors qu'il est en train de marcher, il entend le bruit d'une voiture qui arrive à fond. Jonas manque de se faire percuter, il arrive tout juste à l'éviter, et devant lui, il voit la voiture qui continue sa route et qui, malheureusement, percute quelqu'un. Cette personne, elle vole sur plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. Enfin, c'est terrible à voir. Et Jonas, à ce moment-là, il est complètement choqué. La voiture, elle est arrêtée. Il a à peine le temps de voir le modèle, la couleur de la voiture, le numéro de plaque. Et ce numéro, il est relativement court. Ça fait qu'il arrive à l'enregistrer dans sa tête, mais il est complètement choqué. Il ne peut plus rien dire. Enfin, vraiment, il est pétrifié sur place. Lorsque soudain, il se rend compte que la personne de la voiture, elle ne sort pas pour prendre des nouvelles ou quoi. Elle fait une mini marche arrière et elle se rebarre très rapidement. Donc, vous l'aurez compris, la voiture, elle vient de fuir. Là, Jonas ne sait pas comment réagir. Il vient d'assister à un accident d'une violence extrême. Probablement même qu'il y a une personne qui vient de décéder dans l'accident, parce que je vous rappelle, elle a volé sur plusieurs dizaines de mètres. Donc, la probabilité qu'elle s'en sorte indemne, elle est pas nulle, mais presque. Premier réflexe, une fois que Jonas arrive à retrouver ses esprits, c'est de courir en direction de la potentielle victime et de lui prodiguer les premiers secours. Et surtout, d'appeler l'ambulance pour qu'elle puisse intervenir le plus rapidement possible. Bon, vu tout le bordel, vu tout le bruit que ça a engendré, forcément, il y a des gens qui se sont précipités sur les lieux de l'accident. Ça fait que Jonas, il est plus seul. Il y a plusieurs personnes qui portent secours à la victime, d'autres qui attendent l'ambulance pour la diriger, etc. Et pendant ce temps, Jonas, lui, il fait quelque chose de très malin. Il prend son téléphone, il enregistre le numéro de la plaque, histoire de pouvoir apporter son témoignage à la police. Malheureusement, et c'est là pour moi la plus grosse mauvaise nouvelle de cette histoire, c'est que la personne qui a été percutée par la voiture n'a malheureusement pas survécu. Elle est carrément décédée sur place. Au moment où l'ambulance est arrivée, elle était déjà loin. Et ça, c'est absolument dramatique. Jonas, en apprenant ça, il a encore plus envie de pouvoir apporter son témoignage, de pouvoir rendre justice à cette personne, parce que visiblement, c'était une maman, elle avait à peu près 45 ans, c'est terrifiant. Désormais, il va se battre pour qu'on puisse retrouver ce chauffard et qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Bref, la rue est bouclée, il y a la police qui arrive avec plusieurs voitures, enfin, c'est une situation extrêmement angoissante. Et là, forcément, Jonas, il s'approche d'eux et il leur dit, écoutez, j'ai tout vu ce qui s'est passé, malheureusement, ça s'est passé très vite. J'ai moi-même failli me faire percuter, donc j'aurais pu ne pas être là pour vous en parler. Il y a un détail que je peux vous donner, parce qu'en fait, j'étais le seul témoin dans la rue, j'étais seul. Eh bien, c'est le numéro de plaque de la voiture qui a percuté la victime. Les policiers lui disent, écoutez, effectivement, il faudra nous le donner, parce que ça peut énormément aider l'enquête. Ce qu'on vous propose, c'est de vous emmener au commissariat, de vous poser 2-3 questions, parce que peut-être que votre témoignage va beaucoup nous aider. En tout cas, n'effacez surtout pas le numéro de la plaque, notez-le bien quelque part. Et ce qu'on vous propose, c'est de venir avec nous et on vous emmène. Jonas monte dans leur voiture, ils se rendent au commissariat pendant qu'il y a des patrouilles qui restent ici pour sécuriser les lieux, etc. Et quelques minutes plus tard, notre ami, il se retrouve devant 2 policiers à répondre à des questions. Là, il donne le numéro de plaque, il explique comment était la voiture, de quelle couleur, de quel modèle, enfin, le plus d'informations possible. Et là, les policiers lui disent, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Si on arrive à retrouver la personne, c'est grâce à vous, parce que vous étiez le seul témoin de l'accident. Et dans cette rue, les caméras, elles sont pas bien nombreuses, donc peut-être qu'on arrivera à voir certaines images, peut-être pas. On verra ce que ça donne. Bon, Jonas, on lui propose également de voir une psychologue parce que voir une telle situation, probablement que ça peut choquer. Et cette aide, il la refuse. Il leur dit, écoutez, c'est très gentil, mais si jamais j'en ai besoin, enfin je me rends compte que j'en ai besoin, je vous contacte, je vous appelle, mais pour l'instant, ça devrait aller. Et donc, il rentre dans son appartement. Il nous explique que la soirée, elle est assez compliquée, la nuit également, il n'arrive pas à trouver le sommeil, ce qui est en soi logique, parce que, en fait, même s'il essaye de penser à autre chose, il y a toujours ces images, ces bruits, qui reviennent sans cesse. Et ça, à mon avis, ça va durer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est d'ailleurs pour ça que la police lui a proposé d'aller voir une psychologue, parce que elle peut le déchoquer, entre guillemets, c'est-à-dire essayer de lui enlever ces images de la tête. Et
Après, je suis pas spécialiste là-dedans, mais j'imagine que si vous vivez quelque chose comme ça peut être bien, même si c'est un petit peu chiant, même si ça prend du temps, ça peut être bien d'aller voir quelqu'un qui va faire en sorte de vous apaiser et que vous ne soyez pas bloqué dans un cercle vicieux où vous voyez que ces images et vous entendez que ces bruits. Bref, notre ami Jonas, il est chez lui, il essaye de s'apaiser comme il peut, il se met dans son lit, il essaye de trouver le sommeil, mais malheureusement, rien n'y fait. Le lendemain matin, il se réveille d'une nuit blanche. Donc, autrement dit, il ne se réveille même pas parce qu'il a été éveillé pendant toute la nuit. Et pendant plusieurs jours, il ne va pas au travail. Il a obtenu un arrêt maladie parce que, il a quand même vécu quelque chose d'atroce. Et malheureusement, vous allez voir, il n'est pas au bout de ses peines. Les jours qui suivent sont extrêmement difficiles, il tourne en rond. Chez lui, il essaye de se dire, mais peut-être que si la voiture m'avait percuté moi, peut-être que cette personne, elle serait en vie. Enfin, vous avez compris, il essaye de se poser mille et une questions de comment est-ce qu'il aurait pu sauver la victime, mais vous vous en doutez bien que il n'aurait juste pas pu le faire, parce que si c'était lui qui avait été percuté, c'était ciao pour lui, et la victime, elle s'en serait sortie, donc au final, ça revient presque au même. Mais c'est au bout de 2 semaines que gentiment, il arrive à reprendre une vie normale, même si ces images, elles continuent de tourner en boucle. Un jour, notre ami reprend le travail, pendant toute la journée, il effectue ses tâches, et à la fin de celle-ci, il rentre à la maison. Là, on est à peu près début de soirée, c'est-à-dire 19h-20h. Notre ami, il se fait un petit plat de pâtes, il cuisine, et pendant ce temps, il sort le compost dans le jardin. Son appartement est au rez-de-chaussée, il a une grande terrasse, il ouvre la baie vitrée, il sort, il dépose le compost, et lorsqu'il revient chez lui, il regarde dans la direction de sa fenêtre, et là, il voit qu'elle est complètement dégueulasse. Bon, c'est bizarre, de loin on dirait un oiseau qui vient de chier dessus, mais en même temps, vu la quantité, on dirait un dinosaure, donc probablement que ce n'est pas ça. Il s'approche gentiment de la fenêtre, et à sa plus grande surprise, il voit que ce n'est pas un oiseau qui s'est amusé, c'est tout simplement quelqu'un qui a lancé des œufs. Pourquoi avoir ruiné sa fenêtre? On ne sait pas. Il se dit que peut-être c'est un accident. Comment? Je ne sais pas. Mais il se pose pas plus de questions. Il retourne dans la cuisine, il sort ses pâtes, il les mange, il se pose devant sa série préférée, lorsque soudain, un bruit retentit dans tout l'appartement. Ce bruit, c'est un bruit de verre qu'on vient de casser. Le problème, c'est qu'il est complètement seul chez lui. Donc, est-ce que c'était le bruit d'un verre qu'on casse chez le voisin? On ne sait pas. Mais quelques minutes plus tard, il entend le bruit de l'extérieur. Il se dit, mais pourquoi j'entends le bruit des camions et des voitures qui passent? Comme si ma porte d'entrée était grande ouverte, il se lève de son canapé, il fait le tour de l'appartement, et là, lorsqu'il arrive dans sa chambre, il remarque que la fenêtre est complètement cassée. Bon, là, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Une fenêtre cassée, une fenêtre ruinée par des œufs, est-ce que quelqu'un veut s'en prendre à lui? On ne sait pas. Le problème, c'est que ça le met un petit peu dans la merde. Il est actuellement presque 22h, absolument personne ne va venir réparer une fenêtre à cette heure. Donc, la grande question, comment est-ce qu'il va faire? Là, il y a une idée qui lui vient en tête, c'est de se dire, je suis dans mon appartement, la fenêtre de ma chambre vient de sauter, ce que je peux faire, c'est verrouiller ma chambre à clé, comme ça je la condamne, et demain, dès la première heure, j'appelle quelqu'un qui vient remplacer la fenêtre. C'est exactement ce qu'il fait, il ferme la porte de sa chambre à clé, et il continue sa petite vie. Arrivé minuit, on est content, la série vient de se terminer, maintenant le problème, c'est que son lit, il est dans la chambre à coucher, qui, je vous rappelle, est fermée à clé. Donc, notre ami Jonas, il n'a pas d'autre choix que de dormir sur le canapé. Il y a pire dans la vie, il passe une nuit particulière, et le lendemain matin, il se réveille pour aller au travail. Là, il n'a pas le choix, il doit quand même aller dans la chambre, chercher 2-3 vêtements, 2-3 accessoires. Il ouvre la porte, et là, il fait moins 40 degrés. Vraiment, il fait super froid. Il y a des feuilles partout chez lui, enfin, c'est le bordel. Et pendant la nuit, il avait limite oublié que la fenêtre avait explosé, donc ça lui fait un choc quand il voit ça. Et il se rappelle surtout que, d'ici 1 heure, il faut appeler quelqu'un qui vient remplacer la vitre. Bref, il s'habille, il se prépare, il part au travail, et avant de partir, il pense à verrouiller de nouveau cette porte. Une fois arrivé au bureau, il appelle quelqu'un pour venir remplacer la fenêtre, et cette personne viendra dans l'après-midi. Pour ça, notre ami Jonas demande à son chef s'il peut prendre congé l'après-midi, parce que c'est un besoin vital, demande qu'il accepte. Vers 12h30, notre ami rentre à la maison, et lorsqu'il arrive sur le pas de sa porte, il voit qu'il y a un colis. Bon, ce colis, il réfléchit 2 secondes, il se dit, mais je n'ai rien commandé, enfin, qui aurait pu m'envoyer quelque chose? En plus, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas d'adresse, donc c'est bizarre, c'est comme si quelqu'un avait déposé une boîte en carton. Et pour le coup, la boîte, elle est relativement grande, on dirait la taille d'une boîte à chaussures. Bon, il se pose pas plus de questions, il prend le colis, il ouvre la porte de chez lui, il va sur son canapé, et il regarde ce que c'est. Lorsqu'il ouvre ce colis, il se rend compte qu'il est plein de papier, et que ce papier, il protège un objet très très particulier. C'est là où, mes amis, l'histoire elle est terrifiante. Il prend cet objet, il le déballe, et là, il est
terrorisé. La chose qu'il tient dans les mains, il sait exactement de quoi il s'agit parce que c'est un petit cadre photo qui contient une image de lui et de ses parents lorsqu'il était tout petit, et sur la vitre du cadre, il y a un petit sourire qui est dessiné, et ce cadre, il sait exactement où il est en temps normal. Il se trouve sur la table de nuit qui se situe à côté de son lit. Vous l'aurez compris, la situation est absolument alarmante. Ça veut dire que quelqu'un a volontairement brisé la fenêtre de sa chambre, que cette même personne s'est introduite chez lui pendant la nuit, donc la nuit passée, qu'il a carotte le cadre photo qui était sur la table de nuit pour le renvoyer à notre ami Jonas. Bon, là ça commence à faire bizarre. Quelqu'un lui lance des œufs sur sa fenêtre, quelqu'un brise sa fenêtre, quelqu'un vole un objet chez lui, donc enfin pénètre chez lui, il lui vole un objet et il lui renvoie, ça commence à faire un petit peu flipper. Notre ami, au bout de quelques minutes, il arrive à reprendre ses esprits, il continue de fouiller le colis parce que peut-être qu'il y a d'autres objets, et ce qu'il va découvrir au fond du colis, mes amis, caché sous plusieurs couches de papier, c'est là que tout va se jouer. Il ne trouve pas un énième cadre photo, une peluche ou je ne sais quoi. L'objet qu'il retrouve là au fond, c'est tout simplement un flingue. Pour couronner le tout, ce flingue, il est chargé, donc c'est un vrai. Si il le prend et qu'il fait pampan dans son four, il y a 2 trous dans le four. Là, on ne rigole plus. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête de notre ami Jonas, et c'est là où il arrive à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Il se dit, étant donné le contexte où j'habite, donc la zone qui est un petit peu chaude, l'accident où j'ai été le seul témoin présent sur place, et qui est accepté de parler, eh bien, probablement qu'on cherche à m'intimider. Maintenant, on cherche pas simplement à m'intimider, on me fait clairement comprendre que si je continue à aider la police à identifier le chauffard ou quoi, eh bien, je finirai avec probablement une balle dans la tête. Là, mes amis, et personnellement, je trouve ça dramatique, vraiment. Enfin, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais des fois, on vit vraiment dans un monde de fous. Parce que, en fait, Jonas, en voyant ça, il s'est pas dit, pas grave, je continue ma démarche de pouvoir trouver le chauffard pour rendre justice à la victime. Pas du tout. Il a fait bien l'inverse. Il s'est dit, mais ma propre vie est en danger. Je ne peux simplement pas rester ici. Donc, là, il a fait quelque chose qui est très extrême, mais en même temps, j'imagine que beaucoup de gens auraient réagi pareil. Il a simplement décidé de déménager à l'opposé de là où il habite. Donc ce n'est plus dans la même ville ni même dans le même village, c'est tout simplement à 2h30 de route, et il n'en a presque pas parlé autour de lui. Il n'y a que très peu de personnes qui le savent, et c'est là où il y a une mini bonne nouvelle, vraiment c'est la seule bonne nouvelle de l'histoire. L'une des personnes qui est au courant de ce déménagement, c'est la fille avec qui il a eu un date. Et oui, mes amis, contrairement à beaucoup de personnes sans race de notre époque, elle ne l'a pas ghosté. Au contraire, ils ont continué à parler, ils ont continué à se voir plusieurs fois, jusqu'au moment du 4e rendez-vous où ils se sont mis ensemble. Aujourd'hui, ils filent une parfaite histoire d'amour qui est, certes, semée un petit peu d'embûches, mais cette fille, c'est l'une des très rares personnes à avoir été mise au courant de tout ça, preuve que notre ami Jonas lui fait extrêmement confiance. Chose qui est aussi relativement sympa, c'est qu'il a pu s'arranger avec son employeur pour faire pas mal de télétravail, histoire d'éviter de faire les allers-retours comme ça chaque jour. Parce que là, on n'est pas comme sur l'autre histoire où il y a 1h30 de route, là il y en a 2h30, donc 5h30 de trajet par jour. Si on peut éviter, c'est probablement mieux. Suite à cela, il n'a plus jamais reçu de tentative d'intimidation ou ce genre de choses. On ne sait pas si le chauffard a été arrêté. J'imagine qu'ils ont pu remonter la voiture, etc. Après, est-ce que c'était une voiture louée? Est-ce qu'elle lui appartenait? Est-ce que c'était une voiture volée? On ne saura jamais. Mais en tout cas, ce qui est terrible, c'est qu'une personne a perdu la vie. Justice n'a malheureusement pas été rendue. La seule bonne nouvelle, c'est que notre ami Jonas, il est en sécurité, qu'il est heureux avec sa copine, et que tout ça, ce soit derrière lui. Par contre, il y a quelque chose qui, selon moi, il aurait dû faire, c'est de demander l'aide d'un psychologue. Parce qu'il nous explique que ces images, elles l'ont hanté pendant très longtemps, et que probablement, enfin, j'ose imaginer qu'elles ne sortiront jamais réellement à 100% de sa tête. En tout cas, si vous-même, vous vivez quelque chose de traumatisant, n'hésitez pas à demander l'aide de spécialistes parce que c'est leur métier, ils savent quoi faire. Et ne négligez pas l'impact que peuvent avoir ce genre d'images dans la tête. Ça peut ruiner votre vie. Donc, s'il vous plaît, prenez les choses en main, prenez quelques heures pour discuter avec un professionnel qui, lui ou elle, saura quoi faire. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire et par conséquent de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on met un petit like et on met un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Rejoignez-moi également sur Instagram. Je vous rappelle, il y a un concours encore pendant plusieurs jours. Je crois que c'est jusqu'au 21 ou quelque chose comme ça. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Rejoignez-moi aussi sur Instagram parce que voilà, c'est là-bas où je poste toute mon aventure. Je vous poste mon évolution à la salle parce que je vous rappelle, je vous l'ai promis il y a déjà 2 ou 3 ans. Mais là, je suis vraiment à fond dedans. 4 fois par semaine, je vais même augmenter à 5. Donc si vous voulez suivre cette quête secondaire avec moi, rejoignez-moi et vous allez voir, on s'amuse comme des petits fous. Parfois, je fais même des lives et franchement, on rigole bien. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.